Chers parents, vous qui avez tout à l'heure béni cette cérémonie, vous l'avez fait au nom de nos mains. Parce que partout où nous nous déplaçons, nous sommes nous-mêmes. Nous nous déplaçons avec nos coutumes, notre culture. Je voudrais donc vous saluer. Vous dire merci. Tous les chefs de communauté qui sont là, je voudrais vous saluer. Tous les présidents d'associations, de résistance, tout comme les associations communautaires, je voudrais aussi vous saluer. Tous les présidents des partis politiques sont venus, au nom desquels le PDCI-RDA a pris la parole tout à l'heure. Pas parce que les autres partis politiques ne sont pas importants. Le PDCI-RDA, c'est le vieux parti du Côte d'Ivoire. Et nous sommes ensemble. Mais je voudrais signaler que le FPI est là aussi. Il faut applaudir le Front populaire ivoirien, s'il vous plaît. Je voudrais saluer la résistance. D'abord les artistes. Quand je vois les artistes, j'ai toujours un pincement au cœur. Hier, je suis allé chez Serge Kassi. Hier, j'y suis resté jusqu'à 3h du matin. Parce que Serge Kassi, c'est mon compagnon de lutte. C'est pas connu autour d'une bière. C'est connu dans le combat. Depuis que j'étais étudiant, jusqu'à ce que je prenne la tête de l'Alliance des jeunes patriotes, il est resté avec moi. Quand je suis entré chez lui hier, je n'avais plus envie de sortir. Et j'ai eu un sentiment de culpabilité. Parce que Serge Kassi, c'est un chanteur. Il fait quoi ici? Parce qu'il nous a suivis. Et souvent, nous les politiciens, on oublie ça. Souvent on oublie ça. Dès qu'on voit un artiste aller chanter, non, il a trahi. Tous ceux qui nous suivent ne sont pas obligés de mourir. Les gens font leur métier et ils ont pris un gros risque de nous suivre. Il faut applaudir Serge Kassi. Il faut l'applaudir. Et je voudrais qu'il marche jusqu'à me trouver ici. Serge. Là, c'est le plus Charles qui t'appelle, c'est le président qui t'appelle. Il faut l'applaudir jusqu'à ce qu'il arrive ici, j'ai dit. Voilà. Merci Serge. Merci Serge. Merci. Merci. Merci d'être venu. Oui. C'est un monsieur qui est souvent incompris. Mais la plupart des combattants sont incompris. C'est pourquoi ils sont des combattants. Je voudrais le saluer. Merci. Merci Serge. Merci. Et vous avez vu tout à l'heure que c'est Gadi Seli qui a pris la parole en leur nom. Il a parlé de fourchette. Mais il a fait plus que ça. Et je lui dis merci. Hein. Donc acceptez que je rentre dans certains détails aujourd'hui. Le procès est fini. Gadi Seli n'a pas que laissé les fourchettes. La Côte d'Ivoire était à terre. Moi j'étais à San Pedro. Quand les chars français détruisaient la Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais à San Pedro. Comment faire pour rentrer à Abidjan? Si je rentre à Abidjan par la route, je vais arriver vers 23h. Il fallait utiliser d'autres moyens. On devait m'héliporter. C'est-à-dire un hélicoptère. Mais celui que j'ai sollicité, il a dit Charles, moi je ne peux pas prendre cette responsabilité parce que l'armée française abat tous les appareils volants de la Côte d'Ivoire. Vraiment, excuse-moi, je ne veux pas. J'ai dit, mais je te demande de m'envoyer un hélicoptère. Maintenant là. Il dit, mais on abat tous les avions. J'ai dit, je te demande, est-ce que l'hélicoptère est là? Il dit, oui. Il dit, mais toi, tout ce que je te demande, il faut le déposer ici.
J'étais avec Annie Kelly, qui est là aussi, il faut la saluer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas souvent. Les attitudes ont des origines. Et puis l'hélicoptère est arrivé. J'ai dit à mes compagnons, montez, ça recule. Tout le monde qui aime monter dans l'avion le jour, là, ça recule. J'ai dit, Annie, il faut prier. Serge Kassine n'était pas là parce qu'il était en deuil, il venait de perdre sa mère. Donc on lui avait dit de se reposer un peu. Il dit, Annie, il faut prier, on va partir. Annie a prié. Je suis le chef. Donc, je suis monté. Ils m'ont suivi. J'ai dit au pilote, il faut décoller en partie. Mais je ne comptais sur rien. J'avais pour moteur ma conviction pour mon pays. Et puis Dieu. Et en plein vol, Saint-Jour, le pilote me dit, il faut porter tes casques et de parler. Je mets les casques, mais parle. Me dit que l'hélicoptère ne peut pas atterrir à l'aéroport. L'armée française a pris l'aéroport. On est en l'air. Je ne peux pas expliquer aux autres. Je suis en train d'appeler David, Isaac, tout le monde dans la Bible. Moi seul. D'abord Richard me dit, mais président Yakoua, il dit, il faut me laisser. Je suis en train d'appeler David. Je lui dis, dépose-moi à Figayo. Il dit, non. C'est pas un caca. Je ne peux pas vous déposer à Figayo. Mais bref, nous finissons par atterrir au camp d'Akwedo. Et oui, quelque chose que je n'ai jamais dit, oui, comme ça j'existe, il insiste. Et quand l'appareil atterrit, il est encerclé immédiatement par les militaires qui voulaient tirer sur l'appareil. Parce que le chef d'état-major en son temps, qui était dans le coup, a dit à l'armée que c'est un appareil ennemi. Et le pilote me dit, Blé, il faut descendre. J'ai dit, mais toi, il faut descendre. Et il me dit, non, ce sont des jeunes, la plupart des militaires qui sont là. Moi, ils ne me connaissent pas. Je suis un militaire, je suis un pilote parmi tant d'autres. Toi, il faut montrer ton visage, tu vas nous sauver. Donc, j'ai mis les mains en l'air et je suis descendu de l'appareil. C'était un risque. C'était un gros risque. Dès que le premier jeune m'a vu, il a parlé en langage militaire. Il dit, c'est le général abrégé. Et ils ont déposé leurs fusils tous. C'est ça, 2 minutes. Je prends un sac là. C'est ça, 2 minutes. Grand frère Gadi, c'était chaud. C'est-à-dire, Abidjan était un cimetière. J'ai juste réuni mon équipe. J'ai dit, tout ce que je vous demande, écoutez-moi. On a atterri, non? Écoutez-moi. Je vais parler au président Gbagbo. Je veux le voir. Comme on ne dit pas ce qu'on se dit avec un chef, je ne vous dirai pas ce que je me suis dit avec le président Gbagbo. Et c'est un principe que je me suis imposé. Des gens m'acculent souvent pour m'amener à me défendre, pour parler. Non. Quand on a été dans un bois sacré, quand on sort, on ne dit pas les secrets du bois sacré. Mais de là, c'est là que j'ai lancé l'appel. Si tu dors, réveille-toi. Si tu es en train de manger, arrête de manger. Mais les gens étaient dans la rue, il fallait que je leur parle dans la rue. C'est Gadi Seli qui est là, que j'ai appelé. Il dit, trouve-moi une sono maintenant. C'est un mot d'ordre général. Bon, le grand frère me regarde, il me demande, mais est-ce que le gars là, il m'aime? Parce que ça dépend du lieu où il va aller prendre la sono. On est à Cocody, il doit aller prendre la sono à Port-au-Boué. L'aéroport est occupé, les ponts sont occupés par l'armée française. Et j'ai dit à Gadi Seli, va. C'est qui a sauvé Gadi Seli? Il avait une carte de 10 ans, français. C'est ce qu'il a montré sur le pont et puis il est passé.
Et il l'a ramené. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Gadi Seni ici présent. Merci King. Merci beaucoup. Mais Gadi Seni, tu sais que la salle est bourre, on ne te voit pas. Ouais, c'est vrai. Il faut te lever, on va te saluer. Applaudissez très fort Gadi Seni. Merci. Et j'ai salué les artistes et tous les artistes. Je ne peux pas citer chacun et chacune, mais les artistes aussi tradis modernes qui sont ici en France, qui ont beaucoup porté le flambeau, Trigagnaouri, les filles des Saïwa et toutes les autres, les étoiles de Kiberoua, tout le monde, vous tous, ceux que je n'ai pas cités, excusez-moi, c'est parce que la liste est longue, mais sachez que je suis venu pour vous dire merci. Et puis il y a la société civile. Bogasako a pris la parole tout à l'heure. À côté de lui, il y a Christian Vagbé qui est assis là, son compagnon fidèle. Merci beaucoup. Bogasako aussi, je ne le connaissais pas bien. Mais il y avait des débats. Je lui ai dit, je l'ai appelé, je ne le connaissais pas. Mais il a accepté, grâce à nos rapports, de venir à la télévision, enlever son manteau de société civile pour mener le combat. Quand je le vois aussi, j'ai un sentiment de culpabilité. Parce que s'il ne m'avait pas suivi, il ne serait pas ici. Très fort. Jusqu'à ce que tu rentres dans ta maison. Tranquille. Et sache que nos prières t'accompagnent. Oui, normalement. J'ai salué tout le monde. J'ai salué toutes les associations. J'ai salué les chefs. J'ai salué les partis politiques. Je ne vais pas oublier pour moi. J'ai salué le COJEP qui est présent ici. Je salue le camarade Jean-Claude Nyawa, qui est le vice-président chargé du COJEP ici en Europe. Merci camarade. Camarade Ramaï, merci. Merci pour ce beau travail. Après les remerciements, je voudrais maintenant parler du sujet pour lequel je suis là. J'ai été arrêté le 17 janvier 2013 et j'ai été conduit d'abord en Côte d'Ivoire où j'ai fait 14 mois en détention à la DST, ensuite à La Haye. Mais je vais plus parler de La Haye. Je suis arrivé dans la nuit du 23 au 24 mars 2014 pour rejoindre le président Laurent Gbagbo. Les premiers jours, les gars de la CPI avaient un regard bizarre sur nous parce que pour eux, nous étions des criminels, le président Gbagbo et moi. Mais au fur et à mesure que vous avez organisé des marches dans la neige, dans le froid, ils ont commencé à nous regarder autrement. Ce témoignage-là, je voulais le faire. Souvent, quand vous venez, c'est eux-mêmes qui viennent taper à nos cellules pour dire non, vos gens en sont là encore. C'est que vous avez réussi, on appelle ça la mobilisation de l'opinion publique. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le procès, je ne peux pas vous mentir, parce que ça n'a rien à voir avec le procès, du tout. Le juge là, le bruit qui est dehors, lui, il s'en fout de ça. Lui, il écoute les arguments des avocats, les pièces. Beau gars est là. Mais c'est que vous avez réussi. Si le président Gbagbo a eu un respect dans la prison et que les gardes ont commencé à le traiter comme un président, c'est grâce à vous. Et il n'y a pas une autre bouche plus autorisée que la mienne pour le dire. Vous voyez, tous les autres là, ils viennent depuis sans moi. Moi, je reste dedans avec le président. Je sais de quoi je parle. Dans le froid, moi j'ai vu votre froid. Maintenant que je suis dehors. Et je vous ai respecté davantage. Parce que moi je ne fais que passer. Mais vous restiez là du matin jusqu'au soir. Vous laissez vos enfants ici à Paris, en Allemagne, en Belgique, à Londres, et vous en Italie, en Espagne, vous veniez de partout, dans
par ce froid-là. J'ai dit oui, il mérite respect. C'est comme ça que l'idée a germé dans ma tête. Je dis non, il faut que je leur dise merci. Mais la précision que je voulais faire, c'est que ce merci-là, il n'est pas personnel. Ne dites pas, Gbagbo est parti, il ne nous a pas dit merci. Et puis Bleu Goudi est venu dire merci. Non. Gbagbo, c'est moi. Moi, c'est Gbagbo. Oui. Gbagbo, c'est moi. Moi, c'est... Gbagbo. Gbagbo, c'est le président. Je l'ai dit avant qu'il ne parte, avant qu'il ne mette son pied dans l'avion, il m'a appelé. Il m'appelle, je m'en vais. Il n'a rien fait en cachette en ce qui me concerne. Je voudrais mettre fin à ce faux débat. Et quand il est arrivé, il m'a appelé pour dire bon, Atia, je suis arrivé. Je lui ai dit, président, je vais dire merci en notre nom à Paris. D'abord, Laurent, vous salue. C'est ça. Si tu n'as pas vu le Père, que tu as vu le Fils, tu as vu le... Je souhaite que pour ce combat pour lequel vous avez bravé le froid, pour lequel beaucoup d'hommes sont morts, des tuteurs hier sont venus de sous-couverts, des gens qui étaient au firmament de leur carrière vivent dans le dénuement aujourd'hui. Pour ce combat-là, nos sentiments et nos émotions n'ont plus de place. Pour ce combat-là, nos petites frustrations n'ont plus de place. C'est pour ça que je suis venu. C'est pourquoi je suis venu. Chers parents, c'est pourquoi je suis là. Je suis là pour vous traduire notre reconnaissance, le président Gbagbo et moi. Si quelqu'un vous dit que Gbagbo ne reconnaît pas vos efforts, il ne dit pas vrai. Mais souvent, il y a quelque chose qu'on oublie. C'est qu'on oublie qu'on a fait un humain. Souvent, on oublie qu'on a fait un humain. Le poids que Gbagbo porte est trop lourd. J'ai vécu avec lui, nuit et jour, dans une cellule 24 heures sur 24. Je peux même dire que je le connais plus que ses enfants biologiques. Parce qu'il y en a qui ont connu le président Gbagbo au palais. Il y en a qui ont connu l'opposant Gbagbo. Et puis il y en a qui connaissent l'humain Gbagbo, l'être humain. Moi j'ai connu les trois Gbagbo. J'ai connu, Boga, j'ai connu l'opposant parce que j'étais étudiant. J'ai connu le président et j'ai connu l'être humain dans sa simplicité, dans une cellule de prison. J'insiste là-dessus. Il pense à vous. Moi, je peux me permettre de parler comme ça. Mais Gbagbo, c'est un président. Il vient d'arriver après 10 ans d'absence. Je n'ai pas dit 10 jours. Je n'ai pas dit 10 mois. Laissons-le prendre ses marques. Laissons-le s'informer. Et Gbagbo, que moi je connais là, il va vous parler. Moi, je sais en train de parler de politique. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je vous dis, votre combat est reconnu. Votre combat est reconnu. C'est pourquoi je suis venu ici pour vous dire merci. Le 31 mars, nous sommes sortis de prison, définitivement. C'est votre victoire. C'est votre victoire. Logiquement, on devait s'organiser pour célébrer cette victoire-là jusqu'au matin. Parce que vous avez droit à ça. Vous avez trop souffert. On vous dit merci. La question qu'on va poser maintenant, c'est: vous avez fait tous ces efforts-là, c'est pourquoi?
C'est là qu'on va commencer à ne pas être d'accord. Pourquoi vous êtes battu pour que Gbagbo et moi soient libérés? Est-ce que c'est pourquoi c'est sûr qu'après? Est-ce que c'est pourquoi on s'expose à la risée de nos adversaires? Pourquoi vous êtes mobilisés? En tout cas, moi, Charles Blé Goudé, j'ai accepté la prison. Parce que les gens oublient souvent que la prison, là, on appelle ça privation. Une orange que tu peux payer en 2 secondes dehors à la CPI pour l'acheter. Tu le commandes mercredi, ça vient jeudi 8 jours après. Et tu dois écrire pour dire je voudrais acheter une orange. S'il vous plaît. Et on prend la feuille de ta commande là, on met ça au ministère de la Justice de la Hollande, qui va agréer que toi tu es autorisé à payer une orange. Je prends l'exemple de l'orange parce que ce n'est rien du tout. C'est dans ça que Gbagbo et moi on était. Et on était enfermés dans une cellule. Ceux qui vous disent qu'on n'était pas en prison dans une village, ce n'est pas vrai. Et vous ne trouvez pas un seul visiteur de Gbagbo qui peut témoigner de quelle était la cellule. Nous tous on était couchés en bas là-bas. Quand les visiteurs viennent, c'est dans une salle qu'on nous reçoit pour tous. Et c'est après que le président monte au 3e dans nos cellules. C'est dans ça qu'on était. Donc quand vous parlez de nous là, voilà, dosez un peu. Dosez un peu. J'ai dit à quelqu'un un jour, enlève mon visage et puis mets le visage de ton frère. Enlève mon visage, oublie Blé Goudé. Et puis prends le visage de ton frère. Bon, et puis on le met, seulement, pas ce pays, on le met au 16e commissariat de Yopougon. Tu vas voir comment d'acrobatie tu vas faire. Mais quelqu'un qui est capable de regarder un juge international dans les yeux pour lui dire j'étais Gbagbo hier, je suis Gbagbo aujourd'hui et demain, pour le respecter. C'est une rencontre de vérité. Parce que dans ma cellule, j'ai souffert de beaucoup de calomnies. J'ai souffert. Si je n'étais pas fort dans la tête, je me serais déjà suicidé. Si je n'étais pas fort dans la tête, je me serais déjà suicidé. Parce que on m'arrête au Ghana. Mais c'est à vous que je pensais. C'est à vous que je pensais. Je me dis, mais si jamais un jour je sors, comment je les regarde? Ces visages que j'ai mobilisés, qui sont allés dans la rue, et parce qu'on m'a arrêté à la CPI, je vais tourner dos au combat? Non. Au contraire, vous m'avez donné la force. Et j'ai regardé le juge de la CPI dans les yeux. Je lui ai dit, chez vous ici, là, on m'a dit que quand on vient, on ne sort jamais. Mais je vous informe que moi, je vais sortir. Chers parents, je n'ai pas dit au juge que j'aimerais sortir. Soutenir ça. Dans cette prison, Bemba a été condamné à 18 ans, après il a été libéré. Dans cette prison, Ngwen Dominique a été condamné à 25 ans. Vous savez à quoi Gbagbo et moi on ressemblait? Comme de gros malades. Où tu es couché là, tu te réveilles le matin, à l'hôpital, et puis on te dit, ton voisin qui était là hier, il est mort. Et puis tu es couché là, tu dis, ouais, petit, tu as cherché, tu as trouvé. Et puis tu te réveilles encore le matin, tu dis, l'autre qui était là, il est mort. Et tes parents qui viennent te visiter, on leur dit vraiment, votre frère là, c'est quoi on voit là, commencer à aller négocier sur les cailles en même temps. Oui, parce qu'on vous a dit qu'on sortait jamais de là. C'est à ça que ça descend. Et puis, le miracle s'est opéré. Le miracle s'est opéré. Et un matin, à la surprise générale, on est acquitté. Totalement. Pourquoi je souligne ça? Pour que vous sachiez que c'est pour vous qu'on a tenu. Mes collaborateurs sont là. Hein? Ils sont là. Le 31 mars, même si on vous donnait du caviar, vous n'allez pas manger. Vous tous,
vos oreilles étaient à la haine. Votre cœur était à la haine. Votre esprit était à la haine. Mais ce qui s'est passé et qui peut tuer un homme, moralement, je me dis, Annie, tu es là? Viens. Le 29 mars, ils vont convoquer un de nos voisins. Et puis on le condamne à 30 ans. C'est-à-dire à 2 jours de nous, notre audience. Attends, est-ce que tu peux comprendre ça? Allez, ton voisin, je suis là, je regarde France 24 à la et je dis, ouais, qu'est-ce qui va se passer pour moi dans 2 jours? Et vers 19h, excusez-moi, c'est le président qui m'appelle de Belgique. Allô, papa? Il dit oui, allô? Ça va? Il dit, attends, ça va. Tu es sûr que ça va? Il dit, président, ça va. On va aller. Tu es prêt pour le 31? Il dit, président, je suis prêt. Est-ce que tu viens? Il dit, je viens. C'est là que tu te rends compte qu'on n'est que 2 dans cette histoire. Mais je n'ai pas fini. Quand le 31 nous arrivons, vous m'avez vu en train d'arriver. Mais moi je ne suis pas un vendeur de désespoir. Moi je déstabilise l'adversaire. Je descends de ma voiture. Vous savez, je descends de la voiture. Abou Ghali. Je descends de la voiture. Quand je descends comme ça, je marche comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux même pas savoir que l'homme qui est là, c'est sur lui. Quand je rentre à la CPI, le président est assis à gauche là, je le salue, on essaie d'échanger un peu. On rentre dans la salle, les gars viennent de M. Bako passer ici, ce blé est passé ici. Et puis on rentre dans la salle. Gadi, la salle là, tu attends le mouche voler. Quelqu'un ne peut pas parler à son camarade. Puis on est assis là. On nous dit non, il y a une panne technique. Donc le procès ne va pas commencer maintenant. Vous avez vu une photo comme ça où j'étais avec le président? Là, le vieux m'appelle, il dit, il est quelle heure? Il dit, il est 15h15. On va commencer à quelle heure? Il dit, attends, ça va commencer tout à l'heure. Mais on dit, il y a une panne technique. Il dit, mais pourquoi c'est aujourd'hui là, il y a une panne technique? Et puis, on voit le juge entrer avec de gros dossiers comme ça. Je dis, président, c'est notre vie qui est dans sa main comme ça. Mais vous ne savez pas, c'était difficile, c'est ce que je vous dis. Mais il faut tourner ça à dérision. C'était très difficile. Voilà ce qu'on a traversé. Mais on l'a traversé pour notre pays. C'est pourquoi j'ai demandé, maintenant qu'on est libre, c'est pourquoi. Souvent, et les Africains sont là, ils sont de la Guinée équatoriale, ils sont du Cameroun, ils sont du Congo aussi, ils sont du Togo aussi, je voudrais les saluer. Mais vous voyez, chacun de nous ici a soif. C'est pas ça? Que ce soit des Africains, chacun a soif des changements dans son pays. Nous, Ivoiriens aussi, on a soif des changements. La question, c'est quel changement? Voilà. Ça, ce sont des thèmes génériques. France-Afrique, ça, c'est des thèmes génériques. Je dis, vous parlez de quel changement? Je parle d'abord d'individu à individu. Avant de parler des changements de France-Afrique et d'un changement global, change-toi toi-même d'abord. Change ta pratique d'abord. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on construise une société? Est-ce que tu peux accepter que demain, ton frère ministre, et que tu ne viennes pas le voir pour dire, même mon cousin a tel poste? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à ne pas dire, demain quand Blé Bouté venir à Paris, à ce nom là, accueilli maintenant les ministres là, et ne nous donne plus l'argent? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce que c'est ça qui est le changement. C'est-à-dire créer une société d'opportunités.
où chacun vivra avec sa valeur. Ils vont compétir à chance égale. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à ne pas revoir quelqu'un la nuit avec 1 million pour dire non, voilà, j'achète la place de mon frère? Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à te remettre en cause? Parce que toi, tu dis, Ouattara nous brime. Ouattara nous met en prison. Dès qu'on parle, nous met en prison. Mais toi-même, dès que quelqu'un dit le contraire de ce que tu penses, tu dis c'est un traître. Tu es dangereux aussi. Parce que l'autre, dans le moyen de l'État, nous brime. Toi, tu nous brimes avec ta caméra. On ne peut pas dire le contraire de ce que tu penses. Tu es une dictature en miniature cachée. Tu es dangereux. Est-ce que tu acceptes que ton idée que tu as mise sur la table, on la critique, on la remet en cause, sans que l'autre là tu le condamne, et que tu le livres à la vendue populaire? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à ne pas condamner l'autre seulement sur la base de ce qu'on te raconte, sans que tu l'écoutes? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à accepter que tu ne détiens pas la vérité toi seul? Est-ce que tu es prêt? Parce que ta vérité n'est pas la vérité. C'est une vérité subjective qui peut être remise en cause, discutée. Une idée, tant qu'elle est en toi, c'est ton idée. Dès l'instant où tu l'instruises, que tu la mets sur la table, qu'elle tombe dans le domaine public, on doit la discuter. On doit la discuter. On peut l'ajuster. Parce que je vous dis, évitons de fabriquer des dieux en Côte d'Ivoire. Évitons ça. Même un chef, on lui parle à l'oreille. Avec la manière. Parce que vous tous qui êtes là, regardez, depuis midi, vous êtes dans cette salle. Vous avez tout oublié. Parce que vous espérez quelque chose, non? Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a une boussole. Et il y a une boussole. Quand tu n'as pas de boussole, tu vas de tous les sens. Pourquoi vous n'avez pas de boussole? Moi, j'ai été malheureux. À un moment donné, c'est lui-là qui a nous sauvé. C'est lui-là qui a nous sauvé. C'est lui-là qui a nous sauvé. C'est quoi ça? Pourquoi vous doutez de vous? Pourquoi? On vous a dit que Gbagbo n'allait jamais sortir de prison. Vous êtes resté droit jusqu'à obtenir sa libération. Vous êtes fort. Pourquoi vous vous embrouillez? Quand tu n'as pas de boussole, quand tu n'as pas de conviction, tu es comme un escabeau qu'on ramasse sur la route. Tu laisses à une femme, excusez-moi les femmes, à qui son mari a mis 5 000 francs pour qu'elle parte au marché. Et puis sur la route, elle a rencontré un monsieur qui lui a donné 15 000 francs. Elle a marié là-bas maintenant. Voyez-vous? C'est ça que je vous dis. Ayez des idées, ayez des convictions, ayez une ligne. Est-ce que vous me voyez aller à gauche, à droite? La dernière fois, Gadi, j'ai dit que le problème de la Côte d'Ivoire est simple. Nous avons des gens qui refusent d'apprendre à grimper. Nous avons des politiciens qui refusent d'apprendre à grimper. Parce que ceux qui refusent d'apprendre à grimper, eux, ils ont besoin d'une tempête pour espérer avoir une mangue. C'est-à-dire qu'il faut que le vent violent souffle et ils vont venir ramasser la mangue. C'est ça qui nous a mis dans ça. Et c'est dans ça qu'on est depuis. Ils refusent d'apprendre à grimper. Ils aiment la facilité. Ils aiment les raccourcis. Quand tu veux quelque chose, le temps n'est pas un problème pour toi. Les obstacles ne sont pas un problème pour toi. Et je suis venu vous dire
que notre combat n'est pas encore terminé. C'est la fin d'une étape. C'est le début d'une autre étape. Quelle est cette étape-là? Construire un État. Et les gens ont peur d'assumer les conséquences de leur choix. Moi, j'ai assumé les conséquences de mes choix. J'ai décidé de soutenir Gbagbo Laurent. Ça l'a conduit à la CPI. Ça m'a conduit à la CPI. Et je l'ai assumé. Et je l'ai assumé. C'est ça qu'on dit. On a toujours le choix. Mais chaque choix a une conséquence. Je suis venu certes vous dire merci. Mais je suis venu vous dire on va construire une nation. On va construire cette nation-là. Ce n'est pas une nation de bêtés. Ce n'est pas une nation d'Atier. Ce n'est pas une nation de Dida. Ce n'est pas une nation de l'Ouest ou de l'Est. C'est une nation plurielle dont la diversité est sa richesse. Elle s'appelle la Côte d'Ivoire. C'est ce que je vais vous dire. Regardez Abou Gallier, c'est pas où il est. Regardez Abou Gallier. Abou Gallier, il est de Touba. C'est-à-dire il est marocain, il est du Nord. Mais Abou Gallier, là, il a fait un choix. Et il assume les conséquences de ses choix. C'est mon conseil. Merci. Vous avez vu? Il faut qu'on ait des choix. Parce que je vous ai vu à un moment donné tanguer. Et je ne vous reconnaissais plus. L'ombre de l'arbre, pendant que le Tekin n'était plus là. Nous, est-ce que nous sommes prêts à planter un arbre sans que forcément nous-mêmes on profite des fruits? Mais qu'on que demain nos enfants profitent. Parce que nos enfants nous regardent. Nous avons la chance, nous, de connaître le vécu de nos aînés, de connaître l'histoire de notre continent. Mais quel pays, quel continent voulons-nous léguer à nos enfants? Boga s'en va en Côte d'Ivoire demain. Le 9 juillet, il va dans quelle Côte d'Ivoire? C'est la question. Sans mon pilon, ton mortier ne sert à rien. Voilà. Donc on se met ensemble. On mutualise nos efforts, on mutualise nos intelligences. C'est seulement à ce prix-là qu'on peut gagner un jour. Sinon, on va être là, les gens vont nous commander, nous commander, nous commander. Le président Gbagbo est parti. Moi, je suis resté ici. Et il y a eu un petit débat qui s'est levé là-dessus. Je voulais mettre fin à ce débat. Vous savez, moi, ici, nos villages, hein. Au village, quand le papa va au champ et les enfants, sa position dépend de la nature du champ où il va avec les enfants. Oh. Quand le père va dans un champ, les enfants, et où il n'y a pas de danger, il est derrière et puis l'enfant est devant. Parce qu'il sait que l'enfant ne risque rien. Voilà la première position du père. Mais, quand le père va dans un champ inconnu, où il peut avoir un danger, ou un champ qu'il avait cultivé il y a des années, puis qu'il a abandonné, qu'il n'a pas vu il y a longtemps, peut-être qu'il y a des serpents là-bas, il dit à la femme, passe derrière, il passe devant. Il y a des voix. Moi je riais avec le président la dernière fois, avant qu'il ne parte. Ça s'appelait, je m'en vais, il dit président, d'habitude ici à Katata là-bas. Donc, bon, mais je vous dis que nous on n'a pas de problème. Parce que nous deux, on sait qu'on a une lourde responsabilité. Pardonnez, ne nous divisez pas, accompagnez-nous. Accompagnez-nous. Ne nous divisez pas. Ne voyez pas l'individu pleurer. Je ne demande pas à quelqu'un de m'aimer. Ma femme m'aime très bien, ça me suffit. Ma femme m'aime déjà, ça me suffit. Tout ce qu'on vous demande, accompagnez-nous. Ne nous divisez pas.
voulons bâtir une Côte d'Ivoire qui a perdu toutes ses valeurs. Regardez aujourd'hui dans notre pays. Pour que quelqu'un devienne tout ce qu'on a, c'est lui, c'est fini. Quelqu'un, c'est son coup à serrer, c'est une star. Ça veut dire que notre pays a perdu ses repères. Et on doit, quand on dit rebâtir la Côte d'Ivoire sur des bases, des valeurs, c'est ça que ça veut dire. Chères sœurs, chers frères, c'était important pour moi que je vienne ici. Ne vous inquiétez pas. Le président Gbagbo est parti en Côte d'Ivoire. Et on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Mais ça m'a troublé. Ça m'a troublé. J'ai dit, mais d'abord en prison, il n'y a pas de drogue. Sinon, j'allais dire, j'ai plus que drogue pour frapper Gbagbo. Mais quelqu'un s'est assis là. Et il a imaginé son histoire. Non, il faut que je fasse mal à Blé Goudé. Comme les Ivoiriens aiment Gbagbo, si je dis que Blé Goudé a frappé Gbagbo, ils vont le haïr. On peut faire ça. Voilà. Donc, c'est notre leader. Tout combat a un visage. Et le visage de notre combat